Bonsoir à tous. En tant que directrice adjointe, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à l'Institut français d'Égypte. Alors, l'occasion de cette rencontre, c'est la parution de la traduction en arabe du deuxième volume d'une trilogie en bande dessinée, coécrite par Jean-Pierre Filiu et écrite par Jean-Pierre Filiu et dessinée par David B. Trilogie intitulée Les meilleurs ennemis, une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Alors, cette trilogie se présente sous forme chronologique. Le premier volume couvrait la période 1783-1953. Le deuxième volume, donc celui qui vient de paraître en arabe, couvre la période 1953-1984. Et le troisième volume, pour lequel il faudra un petit peu patienter avant de le déguster en arabe, couvrira pour sa part la période 1984-2013. Alors pour cet événement, cette rencontre, je suis très heureuse de vous présenter, d'accueillir ce soir donc l'auteur d'abord, Jean-Pierre Filiu. Alors je suis désolée, il n'y a pas de petit chevalet. Monsieur Chérif Joseph Risk, qui est directeur de la maison d'édition Dar el Tanwir, Égypte, qui avait publié le premier volume en version arabe en 2016 et donc qui lance aujourd'hui le deuxième volume. Alors, vont nous rejoindre, j'espère, rapidement les deux traducteurs, Rim Wassim et Ahmed Harbiya. Et puis nous avons également parmi nous Chenaoui, que vous connaissez peut-être, si vous appréciez la bande dessinée, auteur et éditeur de bande dessinée, cofondateur du fanzine Tuk Tuk et du festival Kero Comic. Alors, par ailleurs, nous aurons la possibilité de communiquer à distance avec le dessinateur de la bande dessinée, donc David B., qui va nous parler justement des difficultés qu'il a pu rencontrer et des conditions dans lesquelles il a travaillé pour réaliser ce travail. Donc, la rencontre va s'articuler en plusieurs temps. Alors, tout d'abord, les auteurs vont présenter leur ouvrage. Donc d'abord Jean-Pierre Filiu sur le contenu, et puis à distance, donc comme je le disais, David B. nous parlera donc de son travail de dessinateur. Ensuite, de manière plus générale, on abordera la question de la traduction, et plus spécifiquement donc de la traduction de la bande dessinée, qui présente bien sûr des enjeux et des difficultés très, très spécifiques. Et pour finir, nous aurons un échange avec la salle, donc vous pourrez poser des questions, aussi bien sur le fond à Jean-Pierre Filiu que sur le travail du dessin ou de la traduction du français vers l'arabe, spécifiquement appliqué à la bande dessinée. Alors, avant de lui céder la parole, je vais dire quelques mots sur Jean-Pierre Filiu. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po depuis 2006. Il est diplômé de l'Institut national des langues orientales, l'INALCO, non seulement en arabe mais également en chinois, même si ça nous occupe un peu moins ce soir. Il a obtenu à Sciences Po un doctorat en histoire et l'habilitation à diriger des recherches. Il a été également professeur invité dans les universités américaines de Columbia et de Georgetown. Il a par ailleurs une carrière de diplomate derrière lui. Il a été de 1988 à 2006 conseiller des affaires étrangères et il a servi notamment dans les ambassades de France en Syrie, en Tunisie et en Jordanie. Il a été membre des cabinets des ministres de l'Intérieur dans les années 90, du ministre de la Défense et du Premier ministre au début des années 2000. Alors, outre cet ouvrage de bande dessinée qui nous réunit ce soir, Jean-Pierre Filiu est l'auteur de très nombreux ouvrages pour lesquels il a mis à profit sa très grande connaissance du monde arabe et de l'islam politique notamment. Alors, je citerai entre autres Le miroir de Damas, Syrie, notre histoire, publié aux éditions La Découverte en 2017. Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération, également aux éditions La Découverte 2015. Je cite les ouvrages les plus récents. Il a également publié Une histoire de Gaza,
qui est paru chez Fayard en 2015, et un ouvrage chez De Noël en 2013, Je vous écris d'Alep. Et pour conclure juste cette présentation, je crois qu'il ne me démentira pas si je dis, pour finir, que c'est un auteur engagé, mais ça, je pense que vous aurez tout le loisir de vous en rendre compte dans les échanges. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Madame la Directrice de cette présentation. Merci à l'Institut français qui m'a invité à Alexandrie dimanche, au Caire aujourd'hui. Merci aux amis égyptiens qui ont accepté de se livrer à cet exercice. Avant de commencer une présentation rapide à partir d'un des chapitres du premier tome, je voudrais juste rappeler que je crois que c'est la 4e fois que j'interviens dans cette amphithéâtre, cette salle tout à fait magnifique au Caire, et que la dernière fois, c'était en février 2016, c'était juste après qu'on ait retrouvé le corps de Giulio Regini, et nous avions ouvert l'intervention par une minute de silence à sa mémoire. Je voudrais à titre personnel, pour ma part, dédier ma participation ce soir à la mémoire de Regini, Justice pour Giulio. Donc, on a présenté la philosophie de ces 2 volumes, aujourd'hui traduits en arabe, en attendant le 3e. Et j'ai choisi le 2e chapitre, celui qui traite donc de Qarsana, de la piraterie, ou en fait des corsaires, parce que je vais le présenter rapidement, mais je crois qu'il sera tout à fait éclairant pour la démarche qui nous a animés, et en même temps la volonté de l'historien que je suis, de renouveler le regard sur les relations entre l'Amérique et l'Orient, entre l'Amérique et les Arabes. Et très peu de gens ici, et encore moins de gens en Amérique, sont conscients que la première guerre des États-Unis, à peine indépendant, a été menée contre un pays arabe, la Libye voisine, de 1803 à 1805. Et en même temps, David en parlera mieux que moi quand nous l'aurons tout à l'heure par Skype. On voit bien que tout son travail, très imprégné de la tradition orientale des miniatures, et en même temps le turban qui va jouer un grand rôle dans les différentes métaphores graphiques qui rythment le travail, le turban étant la puissance à la fois islamique et arabe au sud de la Méditerranée, turbans dans lesquels les Occidentaux en général et les Américains en particulier vont souvent se perdre. Alors je passe rapidement sur les premières planches qui décrivent en fait cette course en Méditerranée où on a une piraterie, excusez-moi je reste devant le micro, une piraterie qui est aussi bien européenne contre les Arabes et les musulmans que du sud de la Méditerranée, sauf qu'évidemment, là encore, rien de nouveau sous le soleil, ce sont des pirates, des bandits, voire des barbares quand il s'agit des musulmans, alors que les corsaires ont des lettres de course qui sont signées par les souverains occidentaux, par le roi de France, par le roi ou la reine d'Angleterre, et que donc, comme toujours, ce qui est la guerre légitime des uns est présenté comme la piraterie des autres, alors qu'il s'agit exactement de la même chose. Et donc, on a des 2 côtés de la Méditerranée des prises de prisonniers sur ces différents bâtiments, avec tout un travail déjà diplomatique qui est celui d'échange des prisonniers ou de rachat des prisonniers. Il faut savoir, par exemple, que le consul de France à Tunis, l'essentiel de son activité au XVIIe et XVIIIe siècle, consistait justement dans ce rachat de prisonniers. Et donc ces prisonniers étaient parfois, il ne faut pas, l'histoire, c'est aussi revisiter une histoire qui peut être violente, étaient parfois très maltraités, voire réduits en esclavage. Mais il y avait une possibilité qui était la conversion à l'islam, et dans le cas où ils étaient convertis à l'islam, eh bien les prisonniers pouvaient accéder
aux fonctions les plus importantes. Certains étaient même devenus les secrétaires. Donc au Maroc, c'était un sultan. En Algérie, c'était un bey, un dey, excusez-moi. Et en Tunisie, comme en Libye, à Tripoli, c'était un bey. Et donc, on voit que encore une métaphore graphique, le canon, la politique de la canonnière, dont l'Égypte a subi certains débordements tout à fait sanglants au cours de son histoire, eh bien, il y avait la politique de la canonnière qui était imposée par les grandes puissances comme la France et la Grande-Bretagne, et au contraire, les petits États, donc encore une métaphore de David avec ce sabre sur la gorge des petits États, eux étaient obligés de payer un tribut. Et en fait, toute cette histoire commence quand les États-Unis deviennent indépendants en 1783 et que, immédiatement, les Britanniques, de nouveau une métaphore, font savoir au royaume du sud de la Méditerranée que la protection britannique n'existe plus sur les bateaux américains et que donc on peut les attaquer. Donc on aura des attaques, des prisonniers qui seront pris, qui seront considérés comme des otages. Et ce qu'on essaie toujours, c'est de montrer à quel point des événements qui nous paraissent nouveaux, contemporains, ont en fait des précédents. Là, on parle de plus de 2 siècles derrière nous. Donc on avait, comme pendant la crise des otages américains à Téhéran, dans l'ambassade, après la révolution islamique, la presse, bon là le Monitor de Philadelphie, qui racontait ce qui arrivait aux malheureux Américains qui avaient été faits prisonniers. Donc c'était généralement en Libye, où on avait une famille de beys, les Karamanli, qui avant même que Mohamed Ali accomplisse la même performance en Égypte, avaient réussi à créer une dynastie héréditaire de beys qui donc se succédaient indépendamment de la bonne ou mauvaise volonté de l'Empire ottoman. Donc les États-Unis à l'époque, on pourrait imaginer qu'ils se préoccupent beaucoup moins de la Méditerranée. Ils sont un petit pays au nord-est d'un vaste continent. Et donc 80 000 $, c'est une somme considérable pour l'époque, vont être alloués au Congrès américain, par le Congrès américain, aux États-Unis pour payer des tributs. Donc le Maroc va se voir payer tribut, la Tunisie va se voir payer tribut. C'est comme cela que ces 2 pays vont avoir des relations diplomatiques très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, avec les États-Unis, alors qu'en revanche, la Libye, elle, va être l'objet d'une négociation très dure. Et c'est cette négociation sur laquelle on va un peu passer de temps. Ça se passe à Londres, et on a les 2 ambassadeurs des États-Unis à Paris, c'est Jefferson, le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, et c'est Adams, l'ambassadeur à Londres, qui vont donc négocier avec un plénipotentiaire du souverain libyen. Et on voit très vite que face à ce turban du bey de Tripoli, on aura 2 attitudes très contrastées de la part des Américains. Jefferson qui parle d'esclavage, qui parle de chantage, donc c'est déjà les faucons, et au contraire, Adams qui veut négocier, qui dit bon, 20 000, 25 000, on peut toujours s'entendre. Et cette question de l'esclavage, évidemment, elle est très paradoxale. Les Américains accusent les Arabes de pratiquer l'esclavage, alors que chez eux, c'est tout à fait institué, donc déjà le 2 poids, 2 mesures. Et donc les 2 attitudes, on se bat, c'est Jefferson, ou au contraire, on se coupe un bras, là la métaphore est littéralement française, pour éviter une guerre plus importante. Et donc on aura toute une série de crises qui vont maintenant se dérouler. Je ne vais pas les détailler, je vous laisse juste regarder un peu quand vous avez le turban avec la moustache du bey en forme de 2 sabres. Bon, on voit bien ce que ça veut dire en termes de préparation militaire. Soyez les bienvenus. Donc on a ces accrochages, ces expéditions, on a des bateaux américains qui sont envoyés, certains qui sont coulés, certains qui sont pris, je ne vais pas détailler là-dessus.
Et puis on a, bon, il faut savoir que on ne veut pas faire de l'histoire illustrée, on veut aussi faire un roman dessiné. Et donc, dans ce chapitre, David a choisi le thème de la piraterie, les histoires de pirates. Il aime beaucoup dessiner ça, il le fait très bien. Et donc, il y a différents épisodes avec des trahisons, les Américains qui disent qu'ils sont britanniques, puis après qui descendent leur drapeau pour pouvoir attaquer les Libyens. Et puis après, contre-trahison. Donc là, les abordages, hein, c'est digne de Pirates des Caraïbes, hein, sans Johnny Depp, mais on y est presque. Hein. Et puis là, ben, les Libyens vont eux aussi mentir, ils vont dire qu'ils se rendent, et en fait, ce sera pour mieux bombarder à bout portant les Américains. Donc ça s'achève par une défaite des Américains qui vont donc avoir des prisonniers qui sont emmenés, donc encore plus de prisonniers, hein, comme souvent hein, dans l'histoire, on envoie des expéditions pour libérer les otages, et cette expédition devient elle-même prisonnière et faite otage. Et donc on a des deux côtés la politique de la force, hein, ça aussi ça renvoie à des choses très contemporaines, donc David l'a illustré, avec ce bey ottoman qui a un pied sur chaque drapeau, et puis on a un amiral, bon, ce n'étaient pas des généraux, c'était des amiraux qui étaient des va-t-en-guerre à l'époque. Et c'est quelque chose de très important, c'est que cette marine qui va intervenir en Libye, eh bien, elle a des commandos de marine qui vont se déployer à terre, et ces commandos de marine, ben, ce sont devenus les Marines. Donc la première fois que les Marines vont combattre au sol, ils vont combattre contre une armée arabe, et c'est ce qui est décrit avec la cavalerie libyenne par David. Donc, les États-Unis vont s'étendre en 1803, ils vont acheter la Louisiane à la France. La Louisiane, ça allait bien au-delà de la Nouvelle-Orléans, c'était jusqu'au Mississippi, et donc eux qui n'étaient qu'un petit pays dans le coin nord-est du continent vont s'avancer jusqu'aux portes de l'Ouest. On aurait pu imaginer que ça calme leur volonté d'intervenir dans la Méditerranée. Après tout, ils avaient autre chose à faire. Eh bien non. Au contraire, Jefferson va devenir le 3e président des États-Unis, après donc Washington, après Adams, et il va décider de lancer une expédition très importante contre Tripoli. Un blocus qui va être établi, mais là encore, bon, tout ça c'est... On connaît les sanctions qu'il y a sur la Libye actuellement, on sait à quel point elles sont peu respectées. Bien, le blocus à cette époque, il était perpétré par des navires qui ne pouvaient pas rentrer dans la rade de Tripoli qui avait des fonds très bas, et donc ce blocus en théorie laissait passer tous les boutres libyens. C'était donc très inefficace et ça invalidait cette politique de la canonnière. D'autant qu'un bateau avait été pris avec justement des canons à bord et que donc les Américains vont inventer une opération suicide, une opération kamikaze en lançant un bateau pour faire exploser leur vaisseau de guerre qui avait été pris avec les Libyens. Bon, c'est ce qui est décrit ainsi. Et donc face à cela, de nouveau, les métaphores graphiques, on le voit en bas, la politique de la canonnière donc, de la Libye et le bey de Tripoli qui va d'une part proposer de traiter, il tend la main, il tend un traité, ou menacer de guerre, c'est le pistolet et c'est le sabre. Et on aura un nouveau bombardement de Tripoli par les Américains, avec une mêlée, corps à corps. Donc là aussi, ça rappelle quand même des images très contemporaines. Mais le bey de Tripoli va donc proposer de traiter, bon, inutile de donner mais pour vous ayez un ordre d'idée, il est prêt à accepter donc à peu près $20 000, $25 000, ce que les Marocains et les Tunisiens ont accepté eux-mêmes, mais
Les Américains veulent, on est en février 1804, faire briser la résistance de la Libye. Ils veulent faire un exemple. La question n'est plus de 20 000 ou 30 000 ou 50 000. La question est de montrer que l'Amérique est une puissance et que cette puissance, elle s'affirme en Méditerranée. Donc, retour à la politique de la canonnière. Et donc, de nouveau, le canon revient, mais dans l'autre sens, à quatre pattes. Donc, on a tous ces jeux qu'on appellerait géopolitiques aujourd'hui. Et les Américains vont finalement, dans l'incapacité de faire fléchir le Bey de Tripoli, tenter une autre voie. Je rappelle qu'on est en 1805, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2 siècles, et ils vont tenter la première opération de regime change, de renversement de gouvernement, en soutenant le frère du Bey de Tripoli et en décidant de monter une expédition terrestre à partir de l'Égypte, en passant par Tobrouk jusqu'en Cyrénaïque. Cette expédition sera constituée des partisans du frère du Bey, ce sont donc les cavaliers bédouins qu'on a dans la vignette du haut, de Marines, de l'infanterie de marine américaine, et de différents mercenaires, surtout des Grecs, qui vont être enrôlés par l'or américain. Ils vont se lancer dans le désert, Alexandrie, Mersa Matruh, Tobrouk, et évidemment, l'eau va de plus en plus manquer. Au point que les troupes fidèles aux frères du Bey vont décider d'attaquer le stock d'approvisionnement qui est aux mains des Marines américains. Et là, c'est une séquence que David a beaucoup aimé décrire, qui est assez impressionnante, où en fait, il y a une charge, les Américains restent l'arme au pied, il y a une épreuve de force, finalement, aucun coup de feu, aucune violence ne sera exercée, et le calme sera rétabli, et les Américains redistribueront les approvisionnements à leurs alliés et à leurs mercenaires. Et l'objectif, c'est la ville de Derna. Alors c'est très intéressant parce que, vous le savez, Derna, ça a été dans le passé très récent, l'actualité récente, un bastion djihadiste. Il y a même eu des bombardements après des actions de Daesh contre Derna. Et là, ce sont les Américains qui attaquent Derna, qui vont le bombarder, qui vont prendre le fort. Et je rappelle qu'en théorie, on est le 26 avril 1805, ils font tout cela pour établir un souverain légitime sur le trône de Tripoli et non pas pour eux-mêmes. Or, dès qu'ils seront dans Derna, ils vont hisser le drapeau américain, ce qui va horrifier tous les Libyens, qu'ils soient favorables au Bey ou favorables à son frère. Et finalement, non seulement ils auront violé la souveraineté de cette Libye qu'ils prétendaient libérer, mais ils vont finir par traiter avec le Bey de Tripoli aux mêmes conditions qui avaient été évoquées un an plus tôt. Et on aura donc un abandon du prétendant au trône libyen par les Américains qui, en contrepartie, vont verser la somme que le Bey de Tripoli était prêt à recevoir dès 1804. Et donc on a tous ces symboles, ces traités qui sont conclus, donc au mépris du droit international. Et finalement, ce sera la conclusion de ce chapitre, le traité dans la bouche du canon, la fin de la politique de la canonnière, pendant que les États-Unis, eux, se sont établis des deux côtés du continent, donc le canon américain à la fois dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Et c'est la conclusion de ce chapitre. Et après, nous continuons l'histoire américaine avec d'autres événements du XIXe siècle, les missionnaires, avec la rencontre avec les Wahhabites, etc., au fil des tomes jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai choisi ce chapitre ? D'abord parce que
Je crois que le talent de David, qu'on va bientôt entendre, s'y déploie de manière vraiment impressionnante, hein, dans ses miniatures, dans ses métaphores graphiques, dans ses scènes de bataille, en même temps dans ses scènes de genre, si j'ose dire, qui décrivent très bien l'atmosphère de l'époque, mais aussi parce que, comme historien, il se trouve que j'étais professeur à Columbia, à New York, lorsqu'en février-mars 2011, il y a eu la crise de Libye. Je rappelle hein, que le Conseil supérieur des forces armées, à cette époque-là, était un ferme partisan de l'intervention occidentale en Libye, quel que soit ce qu'on a pu dire ensuite. Et ce qui était très frappant, c'est que les Américains disaient oh, ben, la Libye, pour eux, la Libye, ça commençait avec Kadhafi, Reagan qui l'appelle Mad Dog, le bombardement de 1986, le terrorisme, etc., etc. Et comme toujours, les Américains se présentaient comme une nation jeune, une nation un peu innocente, en tout cas, des péchés coloniaux qui sont associés à la France et la Grande-Bretagne. Or, ce qu'on voit, c'est que si un État occidental est intervenu en Libye avant tous les autres, bien avant l'Italie en 1911, ce sont les États-Unis dès 1803-1805. Donc la première guerre que les États-Unis ont faite, ils l'ont faite à des Arabes au sud de la Méditerranée, et je crois que c'est très important pour l'histoire plus récente. L'autre point qui est frappant quand on vit comme je l'ai fait aux États-Unis, quand on y a enseigné, c'est que les Américains ont effacé cet épisode de leur histoire, les militaires qui ont combattu en Libye, le bateau qui a bombardé Tripoli, USS Constitution, la Constitution, eh bien, ils ont leurs monuments, ils ont leurs tableaux pour les exalter. Le Constitution est en rade de Boston, on peut le visiter, mais on ne mentionne jamais l'épisode libyen. On va tout de suite de l'indépendance à 1812, qui est la guerre américano-britannique, où les États-Unis vont brûler Washington, et où, au cours de cette guerre, il y aura la bannière étoilée qui sera hissée au large de Baltimore, qui deviendra le symbole national américain. Donc on voit bien que les Américains ont reconstruit leur histoire, qui est beaucoup plus longue qu'eux-mêmes ne veulent l'avouer, en effaçant cet épisode, de façon à passer directement d'une guerre de libération anticoloniale à une guerre contre l'ancienne puissance coloniale en 1812, et en oubliant ce qui s'est passé avec les Arabes, qui les ennuie un peu. Et donc nous, on a voulu d'abord raconter une histoire qui nous faisait plaisir à raconter, mais surtout remettre ce coup de projecteur, littéralement, sur quelque chose qui est, à mon sens, constitutif de la vision américaine du monde. En effet, on voit bien que Adams et Jefferson, deuxième et troisième présidents, incarnent littéralement deux visions du monde qui sont deux visions de l'Amérique par rapport au Moyen-Orient. La vision Colombe, il faut mieux négocier, faire du commerce, profiter aujourd'hui, on dirait, de la mondialisation, et la vision Faucon, il faut faire la guerre, même si ça coûte très cher. Il faut imaginer qu'à l'époque, le tiers du budget des jeunes États-Unis va être englouti dans l'aventure de Libye. C'est évidemment sans aucune proportion avec les avantages que les États-Unis pouvaient en tirer en termes de tribut à 20 000, 30 000 ou 50 000 $. Donc c'est l'idée qu'affirmer sa puissance au Moyen-Orient, c'est affirmer sa puissance tout court et c'est être reconnu sur le plan international. Et je crois que là, on est très précisément dans notre actualité avec la dimension et la contradiction supplémentaire que dans Donald Trump coexistent au moins deux personnes, hein, celle qui tweet à la minute 1 et celle qui tweet à la minute 2, puis après ça change, et que ces deux personnes, eh bien, elles peuvent, je vous l'avais dit, j'ai présenté ce livre en Irak au printemps dernier. Lors de ma première présentation, qui était un mardi, Trump était prêt à négocier avec Assad. Lors de la deuxième présentation, qui était un vendredi, Trump avait bombardé Assad. Donc la seule chose qui change aujourd'hui, et je finirai là-dessus parce que ça c'est l'actualité la plus récente et celle qui nous touche beaucoup, c'est évidemment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et là je pense que c'est une rupture, c'est-à-dire que là on n'est plus ni Faucon ni Colombe,
On est fondamentalement dans des États-Unis qui disent au reste du monde que ce que vous pensez ne nous importe plus. Et il est très important, à mon sens, qu'un pays comme l'Égypte ait été le porteur au Conseil de sécurité du consensus des nations qui a fait que tout récemment, 14 pays contre 15 ont dit que ce que faisaient les États-Unis était inacceptable, que cette violation du droit international était condamnée par l'ensemble de la communauté des nations et que l'Amérique était bien isolée dans cette position tout à fait irresponsable. Merci de votre attention. C'est David depuis Bologne en Italie. Inch'Allah. One or two questions now, the time that we establish the connection, if there are questions towards Mr. Filou. على بال ما نتواصل مع الفنان ديفيد بي، لو في حد عنده أي أسئلة يحب يوجهها مسيو فليو أو لشناوي أو لأحمد وريد. أنا عندي سؤال. ممكن أسأل؟ Pardon. أنا ديفيد بي. Oui, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, David. Voilà. Donc nous sommes tous réunis pour t'entendre ici au Caire, recueillir la parole de ta bouche depuis Bologne et l'Italie. Je viens de faire une présentation rapide du deuxième chapitre barbaresque de Nos meilleurs ennemis. Et si tu pouvais toi-même un peu commenter le travail qui est désormais traduit en arabe. Le travail qu'on a fait, c'était une première pour moi en fait de faire une bande dessinée comme celle-là, c'est-à-dire une bande dessinée qui soit une bande dessinée purement historique. D'habitude, j'ai fait surtout de la fiction ou de l'autobiographie, mais là, j'avais envie de m'atteler à ce genre de choses parce que je suis passionné d'histoire. Mais bon, quand j'ai voulu faire quelque chose sur les relations entre les États-Unis et les pays musulmans, j'ai rapidement été débordé par l'ampleur du sujet. Et donc le hasard a fait que j'ai pu, pas le hasard, mais disons un autre dessinateur, Jacques Ferrandez, a fait que j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Filou et que j'ai eu l'occasion de lui proposer ce travail et qu'on a commencé à travailler là-dessus. Donc ça a été à la fois un plaisir et puis aussi quelque chose de très compliqué à faire, parce qu'évidemment, travailler sur transposer des faits historiques en bande dessinée, on n'a pas la même liberté que quand on fait de la fiction.
Je ne sais pas si je dois m'arrêter pour que les gens traduisent. Non, ils traduisent en simultané, ils sont tout à fait experts, efficaces et admirables, si j'ose dire, dans leur art à eux, qui est celui de la traduction, art de la traduction qu'on va aussi célébrer avec nos traducteurs. Ah oui. Et oui, c'est assez compliqué à faire, surtout que j'avais pas envie de faire une adaptation réaliste, en fait, des faits que je devais retranscrire, enfin, de cette histoire. Et donc j'ai essayé le plus intéressant, enfin la partie la plus intéressante du travail, c'était d'essayer de trouver une façon de dessiner, en fait. De trouver un mode de dessin comme je dois trouver un pour chaque livre d'une certaine façon. Donc je me suis permis d'insister sur tes métaphores graphiques, si tu veux bien t'étendre un peu sur le sujet. Justement, c'est à ça que je voulais arriver, c'est que j'utilise, parfois je fais des scènes qui sont plus réalistes, et d'autres fois, pour évoquer les faits, justement, je fais des métaphores graphiques. C'est-à-dire que je vais utiliser des éléments du dessin pour suggérer certaines choses, suggérer les rapports entre les personnages, si ce sont des rapports d'hostilité, si ce sont des rapports de domination, de supériorité, d'infériorité. Le dessin permet de travailler beaucoup là-dessus. Par exemple, dans le passage sur les barbaresques, j'ai beaucoup utilisé les turbans des personnages de l'époque, qui portaient ces turbans à la mode ottomane, qui étaient parfois très grands, et que je peux transformer en planète, en mer, en forteresse, pour représenter ce conflit entre les États-Unis et les Libyens de l'époque. Et tout ça, c'est un jeu graphique que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui me plaît énormément, plus que de représenter, enfin de faire de chaque case une case réaliste dans tous ses détails, ce qui, à mon avis, peut donner un côté ennuyeux à l'histoire. Je cherche à apporter vraiment quelque chose en plus dans le dessin, en plus du texte. Est-ce que vous voulez dialoguer avec David B? Est-ce que Chenaoui veut profiter pour venir à ma place comme ça Oui, je vous en prie. Bonsoir. Tu veux que je te présente? Non, je vais me présenter. Moi, je suis Chenaoui, un dessinateur égyptien. Et j'ai lu le premier tome seulement, et je n'ai pas encore lu le deuxième, comme ça vient de sortir en arabe. Et en fait, je voulais vous poser la question sur la collaboration entre vous et M. Filiu. Et par rapport au travail, comment ça fonctionne en fait. Et est-ce que genre, les scènes surréalistes un peu comme ça, je ne sais pas si c'est vous qui l'inventez dans le scénario ou l'insérez dans le scénario, selon le besoin. Et est-ce que vous discutez de ça avec M. Filiu aussi? En fait, notre collaboration s'est passée comme ça. C'est-à-dire que Jean-Pierre m'a fourni toute la base. Jean-Pierre Filiu m'a fourni toute la base, en fait. C'est-à-dire un texte que moi j'ai adapté en bande dessinée. Parce que mon travail, c'est la bande dessinée. Donc, il me donnait tous les faits écrits, le déroulé des faits, des dialogues quand il pouvait en trouver, qui sont toujours des citations qui sont authentiques. Et moi, je devais me débrouiller avec ça. Donc, ces images, fantastiques que je fais un peu, c'est moi qui les ai imaginées, évidemment. Après, moi, je faisais une mise en page avec un crayonné assez rapide, et ça, je le montrais à Jean-Pierre, pour savoir ce qu'il en pensait, et savoir s'il était d'accord avec moi. Si j'avais pas fait d'erreur, si j'avais pas tiré les faits d'un côté ou de l'autre, si j'en avais pas trop fait, si les métaphores que j'utilisais étaient bien compréhensibles ou pas. Et là, il avait une relecture de sa part. Il corrigeait aussi beaucoup les fautes d'orthographe, parce que je suis nul en orthographe.
Et, Pacifique Décennie. et voilà, ça, on a fonctionné comme ça. Et après, une fois qu'il m'avait donné son accord, moi, je passais à l'ancrage, je passais à la finition, je pouvais corriger les indications là où il m'avait demandé de corriger. Et après, j'ancrais comme ça. Mhm. Très bien. Et je lui remontrais le travail, évidemment, une fois que c'était fini, une fois que c'était... J'ai une autre question. Et vous saviez dès le début que c'était combien de tomes ça va être les séries de livres ou Non, Non. moi je ne savais pas du tout. Ouais. J'étais parti comme ça au départ. Enfin, c'est Jean-Pierre qui a défini ces 3 périodes en fait. Et après, une fois qu'on a eu fini le dernier tome qui arrivait jusqu'à maintenant, enfin, disons jusqu'au départ d'Obama, après les gens nous demandaient continuellement un 4e tome. Mais bon, Jean-Pierre leur répondait que maintenant c'était plus les meilleurs ennemis, c'était autre chose. Avec l'élection de Donald Trump, c'était devenu autre chose. Ouais. On ne pouvait pas appeler et continuer à faire des livres les meilleurs ennemis et continuer à les appeler comme ça. Ok, j'ai juste une dernière question. Et ça va être, vous utilisez quoi comme référence en fait pour je sais pas, pour votre recherche graphique En fait, quand je traite d'une période, je regarde les documents de cette période-là. Donc, j'ai regardé beaucoup je sais pas, de dessins du 19e siècle, enfin, pour parler de l'histoire des barbaresques. Après, je regarde beaucoup de photos. Je me sers de ça et d'une certaine façon, après, je les mets de côté et je décide de travailler comme j'en ai envie. J'utilise des éléments que je trouve dans les photos. Dans les documents de l'époque, mais après, ce sont des choses que je vais tordre, que je vais transformer, que je vais prendre des éléments dedans, mais je ne vais pas, comme je disais, essayer de faire une reconstitution historique qui, à mon avis, n'est pas très intéressante. C'est justement la photo le permet, mais le dessin doit apporter autre chose. Oui, tout à fait. Ce qui est réussi, vous avez réussi. Merci beaucoup, c'était une question. Merci. Je vais me mettre ma place. Est-ce qu'il y a des questions du public à David B? Bonsoir. En fait, monsieur, je suis contre le titre de cette trilogie, Les meilleurs ennemis. Mais pourquoi exprimer le malheur de la guerre en termes de meilleur, c'est contre ce qui est naturel. C'est-à-dire, monsieur, les conséquences qui existent par la confrontation qui existe entre les deux pouvoirs affaiblit le peuple, un peuple civil. Et d'autre part, c'est clair? Ah oui. D'autre part, les deux pouvoirs ne sont pas sur le même pied d'égalité. Alors, je vois que utiliser le titre Les meilleurs ennemis en termes du titre de cette trilogie, c'est pas bon. Ma question pour M. Filieu, c'est quelle est la nouveauté que votre trilogie porte à nous en termes de penseurs? Merci. Je suis heureux que David assiste à notre échange. Donc, je pensais que la question pouvait lui être adressée. Les meilleurs ennemis, bon, il se trouve qu'en arabe, l'idée de Hamimoun, d'intime, montre à quel point cette histoire est intime. Il serait quand même un peu irréaliste de dire que cette histoire est pacifique. C'est ainsi. Ce qu'on a voulu expliquer et décrire, par exemple, avec ce chapitre sur le début des États-Unis, c'est que ça remonte à très loin, et à plus de 2 siècles. Et qu'on se définit, mais vous savez, dans toutes les relations à deux, il n'y a pas qu'entre les États, on peut aussi se définir par le conflit, même si nous, on souhaiterait, comme beaucoup d'autres, qu'on puisse se définir par la paix, mais du point de vue historique, j'aurais du mal
tordre les faits et à expliquer qu'il y avait la paix quand il y avait surtout la guerre. Mais c'est vrai que dans votre pays, il ne faut jamais oublier, et on le rapporte dans le deuxième tome donc, qui vient d'être traduit en arabe, en 1956, l'Amérique, ce sont les gentils. Ils sont célébrés partout parce que les méchants, ce sont les Français, les Britanniques, qui ont, avec les Israéliens, attaqué l'Égypte qui avait nationalisé le canal de Suez. Et donc, pendant une dizaine d'années, les gentils occidentaux, donc les meilleurs amis pour le coup, ce sont les Américains, mais vous conviendrez que c'est une période vite refermée, en tout cas par rapport à aujourd'hui. Une question, mais à ce moment-là, à David, s'il vous plaît, vu qu'on l'a depuis Bologne. Attendez, là il y a un problème de méthode. On ne peut pas poser une question en arabe à David parce que David n'a pas la traduction simultanée à Bologne. Donc soit la question à David est en français, soit malheureusement il n'y a pas de question. Les questions en arabe pourront être posées tout à l'heure dans le cadre de notre débat. Non, mais franchement, ça ne va pas le faire, excusez-moi. J'ai bien compris votre bonne volonté, mais on est obligé de choisir. D'ailleurs, il n'était pas prévu d'échange avec la salle pour David. Moi, je voudrais juste, pour la deuxième partie de la question tout à l'heure, par rapport à la fin de la question qui était de qu'est-ce que ça apporte en fait, qu'est-ce que ça apporte comme nouveauté. Du coup, je pense que Jean-Pierre n'allait pas le dire lui-même, mais Jean-Pierre, que Sophie a présenté au début, est un historien, un théoricien, un analyste politique, un politiste aussi. Et du coup, c'est surtout que ça apporte quelque chose, c'est comme un chercheur interventionniste en fait, qui a aussi eu cette collaboration artistique en bande dessinée. Il a écrit aussi deux autres romans graphiques. Il est aussi intervenu au théâtre. Il a aussi écrit des paroles de chansons avec des groupes de musique. Donc c'est plutôt une manière interventionniste et engagée d'être un historien. Mais il y a de toute façon un regard historique à travers tout le livre que vous découvrirez, troisième volume compris. Nous disons au revoir à notre ami David pour passer à la table ronde. Merci beaucoup David B. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Et on espère à très bientôt au Caire pour Cairo Comics. C'est une invitation qu'on vous lance. Bonsoir. مساء الخير. أولا أحب أشكر المعهد الفرنسي وأشكر المنظمين لوسيان وزوي وغيرهم. طبعا أول على رأس الشكر المؤلف والرسام ومعانا المترجمين ريم وأحمد. الحقيقة دي كانت فكرتهم قبل ما تكون فكرة التنوير. هم الحقيقة مهتمين جدا بالمجال ومهتمين جدا بالترجمة، ومما يجعل اللقاء ده فريد من نوعه أكتر. إنه عندنا مؤرخ وفنان وعندنا مترجم جاد جدا بس مصر يشتغل فقط في مش هيسميها الكوميكس أو يسميها الكتب المصورة. إنه والله اختلفنا في مسألة رواية لأنه هي مش رواية بالضبط، فكتاب مصور رواية، والكلمة مش موجودة بالعربي قوي أصلا لسه. وأنا بسمع التقديم بتاع مسيو فيليو بنشوف عن القرصنة والأوضاع السياسية هي نفس المشاكل اللي بتواجه صناعة النشر، ومع ذلك بنحاول نعمل نفتح مجال جديد هنا. ونوع الكتاب ده يمكن كان موجود وكان واخد طابع الكتاب الطفولي، فده كتاب للباحث او للقارئ العادي في نفس الوقت، وليس كتاب للطفل. وبيهمنا جدا لانه بيقدم معلومه مهمه في نفس الوقت سهل الاطلاع عليها. مش لازم الواحد يقرا كتاب
500 صفحة عن تاريخ العلاقات الولايات المتحدة أو ما قبل الولايات المتحدة لغاية الآن، لغاية هيكمل 2013. فإحنا بنحاول نقدم هذا المنتج الجديد، وبنشكر كل اللي بيساهموا معنا. والنقاش حول الترجمة والشغل الجرافيك، بالمناسبة نشكر معنا محمد سيد كمان اللي قام بشغل الجرافيك في الكتاب. فعلا شغل فريد من نوعه، ويمكن كمان أحمد وريم يكلمونا أكتر عن المسألة دي. طيب نقول ايه؟ ما تلاقيني يا جو. اوكي طيب، يعني هو احنا زي ما قال جو، احنا مهتمين بترجمه الروايات المصوره اللي كمان بالذات ليها بعد تاريخي او اجتماعي، او بتوصف مجتمعات ما في لحظات معينه احنا شخصيا بنهتم بيها ونحب نقرا عنها، ونحس كده انه ممكن تعجب حد ويتعلم منها حاجه زي ما احنا يعني عجبتنا وتعلمنا منها. فده كان سبب اختيار الكتابين دول. وقبلهم كمان الكتاب الاول اللي ترجمناه مع التنوير، فردوس الزهراء، كان كمان بيتكلم عن لحظه تاريخيه معينه في ايران. وهي دي نوعيه الكتب اللي احنا بنحبها ببساطه. يعني احنا مش مترجمين محترفين، مش شغلتنا الترجمه اساسا، لكن بنترجم الحاجات اللي تعجبنا ببساطه. يعني ريم بتحب ترسم كمان، فهي يعني الروايات المصوره عندها تجارب مختلفه فيها غير الترجمه، لكن لغايه دلوقتي ما يعني ده اللي عملناه. انا ممكن اسالكم سؤال من فضلك؟ زي ما قال جو، زي ما انت سميته جوزيف، ان انتوا اخترتوا العمل او رشحتوا العمل للترجمه، صح كده ولا انا صح؟ مظبوط. ازاي بتختاروا الاعمال، او عرفتوا الكتاب مثلا من فين؟ ايه اللي خلاكم تختاروا العمل دوت بالذات؟ طيب ريم مش فاكره، هخترع حكايه مسليه. هم كل الكتب يعني هي بتبقى كتب في مكتبتنا احنا اساسا، او بنشوفها وبتعجبنا ونقرر نقراها الاول، وزي ما بقول لك لو حسيناها وعجبتنا بنفكر نترجمها، وبنحس حظنا ان احنا عندنا يعني ناشر متسامح جدا بيسمع مننا مقترحات ويساعدنا ويصبر علينا كمان، لانه احنا كل كتاب من دول اخذنا فيه سنه، مع انه هو النص فعليا مش طويل، لكن احنا بطيئين، لان زي ما بقول هي مش حرفتنا الاساسيه الترجمه، فاحنا بنعملها لما نكون يعني عندنا نوع من الالهام او حاسين ان احنا دلوقتي عايزين نشتغل عليه. وبالتالي من غير ناشر صبور زي جو والتنوير ما كانش هيطلع. يعني هو مش بس صبور، كمان اظن هي دلوقتي في مصر يعني بما ان مفيش قراء كتير للروايات المصوره، فيعني محتاجه ناشر جريء شويه اوقات، او محتاجه منحه معينه عشان نبتدي مشروع زي ده. ففي روايات كتير مصوره بتعجبنا ونبقى عايزين نترجمها، بس ما يبقاش في الامكانيه. لكن عندنا مشروعات تانية للترجمة، فبالتالي يعني حاطينهم كده في طابور، وأول ما تيجي لنا فرصة هنكمل ونشتغل عليهم. أحب أقول حاجة سريعة هنا. الكتاب ده ما خرجش بره مصر حتى الآن، يعني سواء الجزء الأول والجزء الثاني لسه يعني صدر من يعني أسبوعين أو حاجة، بس الأولاني حتى الآن ما حاولناش حتى ناخد ما يسمى الفسح في الدول الخليجية وكده. دي احد مشاكل الكبيره في مجال النشر، هو الرقابه سواء المباشره او الغير مباشره يعني. ولكن يعني ده لا يمنع ان احنا كل حين واخر نطلع كتب يعني في المجال ده مهمه، ونامل انها واحده واحده يعني
تدخل كل العالم العربي يعني. بالذات اظن يعني تكمله للي بتقوله، غالبا لما تكتب في التاريخ اكيد هتزعل حد في مكان ما، فيعني ده كان السؤال اللي كنت عايز اساله. فالكتاب بيبقى يعني فرصه في ان هو يدخل مثلا يروح معارض الكتب في البلاد اللي هم فيها يمكن يعني جمهور كوميكس وروايات مصوره اكتر من مصر وكده، لكن مش دايما بيبقى ده سهل، واحنا الموضوعات اللي بنختارها مش مساعده قوي يعني، ان كان ده ولا الكتاب اللي عن ايران، وده كمان مغطي موضوعات كتيره منها ايران والسعوديه وغيرهم. فيعني هو ده انا كنت عايز اسال سؤال الاستاذ فيليو، ما اعرفش لو اسال بالفرنسي ولا بالعربي. ممكن بالعربي؟ كويس جدا. بما ان احمد هو اتكلم عن الكتاب فيه ممكن يكون فيه يعمل مشاكل، بما انه بيجيب سيره السعوديه ومصر والتاريخ مش دايما بيكون هو التاريخ المظبوط اللي احنا اتعلمناه. مفيش اي حاجه من اللي احنا اتعلمناه زي اللي موجود في الكتاب تقريبا. هل رد الفعل في فرنسا او في امريكا او في العالم اللي قرا الكتب، هل كان في مشاكل حوالين الكتاب، او بمعنى اصح تعليقات ضد التاريخ الكتاب؟ Alors d'abord, dire que à la fois j'étais très heureux de présenter le livre tout à l'heure, le chapitre de ce dialogue avec David, qui est quand même exceptionnel, quelles que soient les conditions techniques, et ici d'être aux côtés à la fois de l'éditeur, des traducteurs et d'un pionnier de la bande dessinée en Égypte, c'est très important. Et effectivement, les problèmes, quand on traite du Moyen-Orient de manière honnête, on va toujours au-devant de problèmes. C'est comme cela. Et donc, il ne faut pas les esquiver. Il ne faut pas non plus, je crois, faire dans l'istifzaz, dans la provocation. Donc, inutile d'aggraver des sensibilités qui sont déjà très fortes. Bon, dans le premier tome, vous le verrez, on parle des Wahhabites, on parle de la famille Saoud. Et on rappelle que, par exemple, en 1802, déjà, il faisait des raids contre Najaf, Kerbela, où il massacrait des gens parce qu'ils étaient chiites. C'est de l'histoire. On ne va pas réécrire l'histoire sous prétexte que maintenant, on a un pays qui est très puissant, avec toutes les capacités de pression qu'on lui connaît. Moi, je voulais dire simplement que, et je sais que c'est très vrai pour David, mais que pour moi, comme arabisant, le fait que ces bandes dessinées sont traduites en arabe, avec un éditeur aussi respecté que Dar Tanwir, avec des traducteurs aussi consciencieux, c'est une très grande satisfaction, un très grand bonheur que je suis heureux de partager avec vous ce soir. أنا مش هفضل أسأل الأسئلة كل السهرة، لكن عندي سؤال تاني كمان للمترجمين أحمد وريم، وكمان لجو. هو سؤال كده ثلاثي. بما أنكم اخترتوا الكتاب أو كان عندكم فكرة ترجمة الكتاب وعرضتوا ده على الناشر اللي هو أستاذ جوزيف، بالنسبة لك كناشر اختيار عنوان زي دوت بالمحتوى ده، وانه المفروض هيتنشر للمبيعات وكل ما هو عناصر النشر والتوزيع التجاريه او الناشر بيفكر فيها، هل بالنسبه لك اختيار زي دوت ممكن يكون في نوع من، ما اعرفش لو هو من مش المخاطره، لكن نوع من حب نوع معين من الكتب او الالبومات المصوره، بغض النظر عن انها ممكن تكون مبيعاتها تكون كبيره؟ عارف ان الناشرين عاده بما ان هم بيكونوا بينشروا اكتر روايات او كتب مقروءه مكتوبه فقط، فبيكون عندهم الحس الادبي اكتر. بتهيألي المترجمين كمان، ما اعرفش لو ده انا صحيح فيه ولا لا، عندهم الحس الادبي اكتر، فبيتجهوا مثلا لترجمه البومات مصوره لاعمال ادبيه اصلا مشهوره، او لكتب تاريخيه، حاجات تقيله بمعنى اصح. هل ده كناشر بتحطه في عين الاعتبار، او بتقول لا أنا ده فعلا هو الخط اللي احنا عايزين نمشي فيه، النوع ده من الكتب او الالبومات؟ هو سؤال لحضرتك
اتجه لحضرتك في النهايه. شكرا. هو الحقيقه هو يعني الواحد كناشر بينشر في اكتر من مجال. يعني ناخد الروايات، في حد معين كل سنه ممكن نقدمه من الروايات عشان نحقق مبيعات اكتر. لو هنتكلم بلغه المبيعات الان لازم نقدم كتب في مجالات مختلفه. يعني مثلا كان في مغامره كبيره في الكتب العلميه الموجهه للقارئ العادي، مش العلميه للمتخصص، وحققت نجاح اكتر بكتير من اللي احنا توقعناه. حتى الان لم يحدث ذلك في المجال الكتب المصوره كما نريد، لكن في النهايه ده مجال جديد احنا يعني بناخد مخاطره محسوبه فيه ببطء، يمكن مش بالقوه او بالسرعه اللي احنا حابينها، بس بالجوده اللي احنا عايزينها. و انا متصور انه المجال سيزدهر، عايزه شويه وقت، وعايزه ان احنا نعمل مزيج ما بين الكتب زي اللي بنعمله في الروايات والكتب العلميه، حتى مزيج ما بين الكتب الجاده جدا والكتب في نفس الوقت التجاريه. يعني وده بيحصل في الروايه، بنعمل كتب احسن كتاب الجود ريدز وكتاب امازون كل سنه، وفي نفس الوقت بتعمل كتب تحظى بشهاده النقاد وعدد قليل من القراء، وده بيعمل دايما توازن في السوق حتى بيبان. يعني معرفش هل ده جاوبت على السؤال؟ لا اتفضل. في الترجمة العربية في الجزء الأول كمان، معرفش لو الجمهور قرأ الجزء الأول اللي اترجم من العربي، كان في قرارات في استخدام كلمات معينة أو استخدام طريقة معينة في كتابة كلمات معينة، وحتى أظن كمان في كتابة كلمة كوميكس. انت معرفش لو انتم الاثنين بتفضلوا ده، لكن بتكتبها دايما من غير واو. كان في حاجات هنا بنفس الأسلوب، اسم زي نيكسون ومكتوب بنفس الطريقه من غير واو، مع ان احنا اتعودنا في العربي ان هو بيتكتب بالطريقه دي. القرار زي ده هو انتوا متفقين عليه؟ اوكي. بس احنا اتناقشنا فيه، يعني انت عندك نظريه ورا ده؟ يعني هو انا بجرب، بما انه هننشر كتاب فممكن بقى نعمل الحاجات اللي عاوزينها ونجرب ونشوف الناس هتقول ايه. في ناس يعني اولا يعني دي حاجه مش احنا الوحيدين اللي عملناها، هي نادره لكن موجوده. يعني في اماكن تانية وفي مطبوعات تانية في الاسلوب ده في الكتابه، اللي هو ما بيستخدمش الحروف الماده الطويله في كود الاصوات الاجنبيه زي ما هو بقى عرف كده. بس انا يعني بصفتي لغوي هاوي بحب مساله اللغات والتجارب اللغويه، فبحب اعمل الحاجات دي واجرب فيها ونقعد نتناقش فيها انا وريم ونتناقر شويه. لكن وبما يعني انا درست فارسي مثلا، فبلاقي ان في فارسي في الموضوع ده انه ما فيش واو غير لو هي يعني حرف طويل منطوق. ف يعني حاسه انه ده يعني لما تشوف الكلمه بتقدر تخمن اكتر لو هي خصوصا كلمه اجنبيه، بتقدر تخمن اكتر لو انت معتمد على التشكيل في الفاولز القصيره يعني. ومثلا الجاف اللي هي انت في الجزء الاولاني برضو كانت ب3 نقط تحتها. يعني بدل ما نستخدم جاف او بدل ما نستخدم جيم عشان نطق الج، لانها في اغلب العالم العربي بتنطق الج، فاستخدمنا الجاف مثلا من اول الكتاب اللي عملناه عن ايران. استخدمنا جاف اللي هي حرف فارسي برضو، اللي هي اوقات بتبقى كاف في لهجات تانية عربية، بس عشان نعرف ان دي جاف. هنا حطينا تحتها 3 نقط فبقت مزيج كده ما بين الجاف في الكتاب ده الاول بالذات احنا لعبنا لعبه اكتر من كده، انه في كل فصل حاولنا نكتب بالطريقه اللي الثقافه اللي بيعبر عنها الفصل ده بتكتب. يعني مثلا في فصل القراصنه، في فصل الامازيغ البربر، كتبنا بالطريقه اللي بيكتبوا بيها، واستعملنا حتى خط مغربي
النقط فيه مثلا مختلفه شويه عن السائد في الاعراف الكتابه المشرقيه يعني. وفي الفصل اللي عن الانقلاب على مصدق استخدمنا الخط الناس تعليق اللي هو برضو يمكن الناس يعني تلاقيه مش معتاد شويه للقراء العرب. فده كان جزء من التجارب اللي بنعملها. يعني زي ما انت عارف اكيد لانه انت فنان كوميكس برضو، انه الكتاب المصور مش بس يعني اكيد العامل البصري فيه مهم جدا. فلما نيجي نترجم بنبقى حاسين انه مش بس كفايه ان احنا ننقل المعنى وخلاص، لا احنا كمان بنكون مهتمين ان احنا ننتج كتاب جميل بصريا او على الاقل بيدعو للتفكير. يعني لما تشوفه تحس انك مستمتع او بتتساءل او عندك منه تفاعل معاه، يعني مش بس ترجمه بخط واحد عشان تقول لك مين قال ايه وخلاص. يعني ده كده بالنسبه لي كانك حد شاف فيلم وبيحكي لك ملخصه فيقول لك هم راحوا وجم وحصل وسافروا ورجعوا، بس دي مش متعه الفرجه على الفيلم. فبالنسبه لنا البصري الاستمتاع البصري هو جزء من تجربه الكوميكس اللي بنحاول نحاكيها في العربي لما نيجي نترجم. ولفت نظرنا يعني ان اغلب ترجمات الكوميكس بالعربي بتستخدم خط واحد للاصوات وللراوي والصوت الناس اللي بتتكلم، بينما في يعني كوميكس الكاتب لما بيعملها اصلا بيستخدم خط لكل شخص بيتكلم على حسب هو بيتكلم برقه بيتكلم بغلاظه، فتلاقي في لكل شخص خط. فاحنا كنا حاسين ان ده حلو جدا بصريا ومش بيلخبط كده، يبقى الصوت بنفس الخط واليوفط اللي في الشارع بنفس الخط وكده. فاكتشفنا موضوع ان الواحد يستخدم فونتس كتير يعني على حسب السياق. بس هي الفكره في ان معرفش في الجزء الثاني اظن ان الخطوط كلها موحده مش بنفس التجربه اللي اتعملت في الجزء الاول. فليه غيرتوا الفكره؟ وكمان الفكره البصريه ان يكون في خطوط كتير ده فعلا جميل، لكن معرفش لو بالنسبه للجمهور اللي قرا الالبومات كان هم تفاعلوا بنفس الرد الفعل ولا لا؟ لا مش نفس رد الفعل. في ناس يعني عجبها وفي ناس ما عجبهاش خالص، وبالذات مثلا الفونت اللي في الفصل الاول كان بالنسبه لناس كتير مش مقري ومش واضح، والمغربي حتى للي مش متعود عليه. في الكتاب الثاني لو تلاحظ انه الحوار فيه اقل، صوت الراوي هو البارز طول الوقت، هو بيتكلم من وجهه الراوي العليم اللي هو عارف كل حاجه وبيوصفها لنا. الجزء الاول كان فيه الحوار بين الشخصيات اكتر، وده كان مناسب انه نعبر عن الشخصيات دي باصواتها. فلما شاه ايران يتكلم نكتب ناس تعليق، ولما كلمه روزفلت يتكلم عملنا خط تاني مضلع شويه شبه الحرف اللاتيني. بنحاول كده ندي شخصيات اصوات بالخطوط. في الجزء الثاني ده مش موجود تقريبا، مفيش شخصيات بتتكلم، كلها راوي. فما كانش ملح ان احنا نعمل تجربه الخطوط المختلفه في الجزء الثاني. السؤال الاخير اتمنى ما يكونش الاخير. طيب وانتوا بتشتغلوا ازاي على من بدايه المشروع، بدايه الفكره، يعني ان انت خلاص قررتوا تترجموا الالبوم دوت؟ ما اعرفش لو انتوا كنتوا عاملين الخطه ان الثلاث اجزاء تترجم، ولا كان بس الاول وبعدين الباقيين جم في السكه؟ وبتشتغلوا ازاي تكنيكيا يعني؟ يعني بنتفق على مين اللي بيعرف فرنساوي مثلا، بما ان ريم صح؟ اوكي. ريم هي اللي بتعرف الفرنساوي، وانا اللي بجعلص الكلام وهي تتخانق معايا انه مش مفهوم. بس قبل كده بنكون اتفقنا مع الناشر واقنعناه باهميه المشروع وانه هايل وجامد ومفيد وكده، بعدين لما يوافق ونمضي العقد ونحس ان احنا اتورطنا وان مش هنلحق نخلص ابدا وان احنا مشغولين في 100 حاجه تانية. ف بنشتغل على مر وقت طويل وننقطع عن الترجمه فتره ونرجع لها تاني وبس. وايه تاني؟ يعني في جزء كمان بياخد مننا جهد احيانا، هو تأصيل الحوارات اللي منقولة أصلا عن العربي. يعني مثلا لما يكون في كلام عن عبد الناصر في النص، مش معقول ان احنا نترجمه من الفرنساوي، هيبقى مش منطقي خالص. بيشرح هو مين وتاريخه او حاجه زي كده؟ لا، خطبة نص مقتبس من كلامه مثلا، يعني عبد الناصر او اي حد تاني. فبنحس انه احنا لازم نعمل جهد بحثي شويه في ان احنا نشوف هو قال ايه فعلا بالعربي، لانه ملوش اي معنى ان احنا نترجمه، هيبقى حاجه ضايعه يعني.
وبعد لما المصمم حط اللي هو محمد سيد، هو موجود في الصالة كمان، لما بيخلص انه يخلص كتابة العربي جوه الصفحات وكل حاجة، فهل انتوا بتعيدوا قراية الألبوم كله كامل علشان تقدر تحس بالنتيجة النهائية؟ وده بيخليكوا تغيروا حاجات فعلا بعدها؟ حصل يعني، كان بالذات في الجزء الثاني كمان في المراجعة الأخيرة اكتشفنا إنه في كلام كتير محتاج يتغير، ورجعناه، وده كان جزء من التأخير في طباعة الجزء ده في الحقيقة، يعني إن هو كان لازم يصدر قبل كده بشوية، لكن احتياجنا للمراجعة وإصرارنا إن هو ما يطلعش غير لما نحس إن إحنا راضيين عنه إنه مقبول، هو ده السبب التأخير يعني. بنقرا مرة واثنين ونحاول نقري الناس المهتمين من معارفنا يقولوا لنا برضو رأيهم في الكتابة وفي الصياغة وفي المراجعة، لكن ده ما يمنعش انه دايما زي اي حاجه بعد لما يطلع بنحس انه بس لو كنا عملنا دي بشكل مختلف، او نكتشف غلطه املائيه في حته. دلوقتي مثلا وانا ببص على الفصل اكتشفت غلطه جديده ما كنتش شفتها قبل كده خالص، فيعني ده موجود دايما. والسيد فيليو، بما ان حضرتك بتتكلم بالعربي كمان، ومعرفش لو بتقرا بالعربي كمان ولا لا؟ يعني في معهد فرنساوي اتكلم باللغه الفرنسيه. لا انا اقصد في العموم. هذا موقف مبدئي. اوكي. نفس الشيء في امريكا، في المانيا. كنت عايز اسال حضرتك لو هل قريت مثلا اجزاء من الترجمه العربيه؟ Oui, je réponds en français. Oui, non, mais il y a une question de principe là aussi. Moi, pouvoir s'exprimer dans une langue, pouvoir la comprendre, ne signifie pas qu'on est interprète. Interprète, c'est un métier. Et j'ai beaucoup de respect pour le métier d'interprète, pour le métier de traducteur. Et donc, quel que soit, on a eu des échanges au cours de ce processus, mais la responsabilité est de l'ordre de l'éditeur en langue arabe, et c'est très bien ainsi, c'est bien ainsi dans toutes les langues. On a parlé de la langue chinoise tout à l'heure, il se trouve que je vais avoir mon premier livre traduit en chinois bientôt. J'ai le sympathique traducteur, ancien étudiant de Sciences Po, qui est venu me voir. Il est venu me voir non pas pour obtenir je ne sais quel aval à sa traduction, mais parce qu'il avait un vrai problème avec contre-révolution. Il ne savait pas traduire en chinois contre-révolution. Bon, je vous passe sur ce que tout ça signifie. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres langues où on sait parfaitement traduire contre-révolution. Donc c'est un petit exemple, mais je crois qu'il y a un moment où, comme auteur, on doit laisser les éditeurs étrangers et les traducteurs prendre toutes leurs responsabilités. C'est tout à leur honneur et c'est ainsi, à mon sens, que ça doit se faire. أظن إن ممكن الجمهور لو حابب يسأل المترجمين أو الأستاذ أو الناشر أو المؤلف، المجال مفتوح. Alors moi j'ai une petite question, ce serait plutôt pour les traducteurs et l'éditeur. Alors est-ce qu'il arrive parfois que, au niveau de la censure, qu'il y a des parties de l'ouvrage qu'il faut peut-être diminuer ou carrément enlever pour pouvoir... est-ce que ça vous arrive souvent de choisir des ouvrages que vous souhaiteriez traduire et qu'il y ait une partie en fait qui peut poser un gros problème, en fonction des contextes politiques, etc. Je ne sais pas si ma question elle est claire. Ouais. Est-ce que c'est aussi le travail des traducteurs et de la personne qui est... لا الحقيقة إما الواحد يقرر إنه يعمل العمل ده كما هو، خصيصا عمل يعني مثل هذا النوع، مش بنتكلم في مشهد مش مهم في رواية أو في ده، العمل كله يعني كله يعالج
مراحل تاريخية معينة حذف أجزاء منها يبقى خيانة كبرى، يعني مش شيء مقبول. فإما ننشرها بشكل آمن، يعني فيها أمانة ترجمة، أو لا ننشرها، وده قرار يعني أيضا إذا الظروف لا تسمح. حتى الآن يعني هو كتاب في مصر وما تمش منعه، ما تمش، لا أظن إنه هيتمنع. كما قلت إنه لا أتصور إنه هو الآن على الأقل هيبقى مسموح دخوله لبلدان أخرى، يعني البلدان اللي فيها سوق يعني يهمنا كسوق كتاب. فأتمنى أن أكون بس مثلا التوزيع مثلا مش بيأثر في التوزيع على المكتبات في مصر، إنه في حاجات معينة مكتبات ما بتقبلش تبيع. ده حصل في بعض الكتب بدون ذكر اسماء المكتبات او الكتب نفسها يعني، بس ده بيحصل. بس في النهايه احنا بنتكلم في نطاق السوق المصري، مش بنتكلم يعني على المستوى الاقليمي. مكتبه هو حر بصراحه، ما نقدرش نفرض عليه كتاب هو واخد خط محافظ فلا دي مشكله كبيره طبعا، انه اذا الواحد ما ترجمش يعني ان الواحد يترجم الكتاب بشكل فيه امانه، او انه ما يترجموش وعارف في الحالتين النتيجه ما ترجموش فيه، مش يعني في انه الماده دي ما جاتش، في ترجمه وما عرفش انه هيوزعه، فده مستوى تاني يعني. على الأقل أنا في رأيي يعني إنه الواحد كناشر يقدم العمل يعني، ودي تعتبر خطوة أحسن من عدم وجود العمل بالعربي. Je sais que la question ne m'était pas adressée, mais je voulais mentionner une anecdote, parce qu'on a la chance d'avoir l'éditeur que nous avons. Mais j'ai un ami dessinateur, et ce n'était pas en Égypte, c'était dans un pays, comme je ne veux pas faire de problème, je suis très consensuel, surtout ce soir. Donc c'est un pays d'Afrique du Nord, qui se veut à la pointe de la bande dessinée, accessoirement du progressisme. Et dans ce pays d'Afrique du Nord, eh bien, ce grand dessinateur était ravi d'avoir enfin une publication en langue arabe, et l'éditeur lui offre quelques exemplaires, et il est tout heureux, il me le montre, etc. Jusqu'au moment où on va dans un festival de bande dessinée, on voit ce que l'éditeur avait mis en vente, et alors tous les baisers étaient passés au noir. Donc, il n'y a pas que le golf, mes chers amis, mais je crois que vous le savez parfaitement. Il y a l'autocensure des éditeurs, et ça peut être tout à fait ravageur en bande dessinée comme de manière générale. ممكن أزود إنه في الكتاب اللي إحنا ترجمناه قبل كده كان في، أنا جبت يعني مثل إنه ممكن المكتبات يرفضوا يعرضوا كتاب عشان الكتاب اللي ترجمناه قبل كده كان فيه مشاهد عارية، وده خلى إنه يعني اصحابنا بيقعدوا يسالوا نجيبه منين، واحنا بقيناش عارفين لانه اغلب المكتبات شالته من العرض. ففي ده كمان يعني المكتبات طبعا ده نطاق السوق المصري اللي هو اصلا صغير. Ok, bonsoir. Moi j'avais plutôt une question au niveau un petit peu de la diffusion de ces 3 tomes. On a aujourd'hui la traduction du 2e, le 3e suivra, on est en français et en arabe. Donc aujourd'hui ça sort en Égypte. Est-ce que vous avez une stratégie de diffusion jusqu'à où ça va aller? Est-ce que peut-être il y aura aussi une traduction en anglais pour que tous les meilleurs amis puissent s'écouter et se lire? Voilà, c'était un peu sur ce sujet ma question. Je peux répondre pour l'anglais, je pense que je sais répondre pour l'arabe. Donc les meilleurs ennemis ont été traduits en anglais, Best of Enemies, hein, ils ont été traduits très tôt.
Ça a créé un certain débat. J'ai été interviewé par Christiane Amanpour, ce qui est toujours une expérience intéressante. J'ai pu le présenter dans différents festivals. Donc les 2 tomes sont sortis en anglais. Le 3e tome va sortir en anglais en mars prochain. Donc c'est une maison d'édition londonienne, mais qui a les droits pour les États-Unis. Et j'ai pu constater que le livre était bien diffusé aux États-Unis. Donc la maison londonienne, c'est Self-Made Hero, une petite maison, mais qui est extrêmement active, avec un catalogue tout à fait formidable, et ça nous honore beaucoup d'y figurer. Et accessoirement, ça a été traduit dans 10 autres langues, c'est-à-dire arabe, anglais, français langue d'origine, et 10 langues de traduction. Polonais, portugais, espagnol, enfin je ne vais pas les énumérer tous. Ma question est à M. Filiu. Si vous permettez, monsieur, puisque vous êtes historien, est-ce qu'on peut considérer votre travail comme une sorte de référence qui trace l'histoire et les relations entre les 2 pouvoirs, les États-Unis d'Amérique et le Moyen-Orient? Merci. Oui. Alors vous savez, ce qui est formidable, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire, c'est pour ça que j'en ai fait ma profession après avoir fait de la diplomatie pendant 20 ans, c'est que la seule chose qu'un historien sait profondément, c'est que le prochain livre d'histoire sur son sujet sera meilleur que le sien. Parce qu'il aura amené la connaissance à un certain niveau qui, on ne peut que l'espérer, sera utilisé par les autres historiens pour faire mieux. Donc en fait, en histoire, nous passons notre temps à transmettre, en sachant que l'histoire que nous écrivons à un moment donné, eh bien, elle sera, en tout cas c'est ce qui nous fait écrire, encore meilleure, encore plus documentée, encore plus complète, encore plus diverse, encore plus donc inclusive par les travaux qui nous suivront. Et comme ce que j'aime moi dans l'enseignement et dans l'écriture, c'est la transmission, le fait que cette transmission est un processus, qu'on ne considère jamais qu'un livre est définitif, que l'histoire qui sera écrite ensuite, eh bien, elle profitera de cette histoire-là. On ne peut donc souhaiter qu'elle ne soit que meilleure, qu'elle soit enrichie. Moi, je trouve ça très réconfortant. En tout cas, c'est ce qui me fait continuer d'écrire, de transmettre et de partager aussi bien dans les pays arabes que dans mon propre pays. في حد تاني ممكن يكون عنده سؤال في الصالة؟ بس تعليق او مش سؤال، هو تعليق. اتمنى انه كتاب مثل هذا النوع يلهم نشاط من نوع تاني. يعني بمعنى مسيو فيليو كان بيكلمني واحنا بره عن مشروعه المستقبلي. اتمنى انه اي فنان سواء عربي او من اي مكان يعجب بالمشروع ده ويقول اتمنى انه احنا نحول الكتاب ده او الفكره دي ممكن كتاب مصور موازي، مش لازم يكون نفس الفكره تتحول فقط لكتاب مصور. في ذهني مجموعه كتب عن مصر، بتاريخ مصر منذ 52 حتى الان وحقب تاريخيه اخرى. اتمنى انه فنان مصري يقرا مثل هذه الكتب وينفذ فكره زي دي. ده يمكن يكون من اجمل النتائج الغير المقصوده من اصدار الكتاب. Moi, juste un commentaire de matière plus générale. Moi, dans mes livres académiques, je suis édité désormais par La Découverte, qui est une maison qui a
tout un passé engagé lui aussi, et qui en sciences sociales est très respecté. Eh bien, une maison comme La Découverte, cette année, a lancé tout un programme de bande dessinée, entre autres de bande dessinée sur l'histoire de France. Parce que vous savez que la France est comme l'Égypte, un pays passionné par sa propre histoire, et qu'en même temps, cette histoire fait débat. Il y a ce qu'on appelle le grand récit national, avec un peu tous les poncifs des manuels de la Troisième République. Et puis, il y a l'histoire diverse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, en France, ce débat-là, qui était pendant longtemps un débat d'historiens, donc de livre à livre, de tribune à tribune, de conférence à conférence, eh bien, c'est aussi aujourd'hui un débat dans la bande dessinée et comment on écrit une histoire dessinée de la France, avec parfois des inventions, des créations que je ne détaille pas, mais qui sont assez intéressantes. On a, là, par exemple, il y a un album avec 4 personnages de l'histoire de France, quand même, Jeanne d'Arc, Pasteur, et 2 autres qui transportent le cercueil de Pétain, quand on sait ce que Pétain signifie, et on réécrit l'histoire de France en bande dessinée. Et donc, on a là une liberté que beaucoup d'historiens, dont beaucoup d'historiens profitent, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les historiens investissent de plus en plus la bande dessinée. Bon, moi, j'ai été un des premiers à le faire. J'ai commencé à travailler avec David B. il y a maintenant près de 10 ans. Mais maintenant, on voit des historiens de plus en plus impliqués dans une bande dessinée dans le sens le plus sérieux du terme. أنا عندي تعليق على السؤال بتاع فكرة إنه هل الكتاب ده مرجع للتاريخ ولا لأ؟ يعني أنا بشوف إنه التاريخ ما فيش تاريخ واحد، وإنه أي حد بيحكي حاجة تاريخية أو بيكتب تاريخ هو بيكتبه بمنظور معين أو بيربط الأحداث ببعض بطريقة معينة. فكتاب أعداء حميمون يعني غير انه بيورينا الرؤيتين الامريكيتين زي ما كان جان بيير فيليو بيحكي من شويه. انا لقيت فيه انه اكتر حاجه شدتني انه ممكن يبقى حاجه الناس تقراها دلوقتي. يعني ليه دلوقتي نبتدي نقرا عن علاقه امريكا بالشرق الاوسط من القرن ال18؟ انا حسيت انه فيليو ودافيد بي يقصدوا يربطوا، يعني يورونا الجذور الاقتصاديه والجيوسياسيه للخطاب المهيمن دلوقتي عن الصراع اللي ما بين الغرب والشرق الاوسط. ففي حته كده لو نسميها يعني ديميستيفيكيشن شويه لكل الخطاب. يعني مثلا الجزء الاول بيبتدي باسطوره جلجامش وعامل انالوجي حلوه جدا ما بين الطريقه اللي بيتكلم بيها جورج بوش مثلا او القيادات الامريكيه وبيبرروا الحرب على العراق. ده بدايه الكتاب خالص، وبس على لسان جلجامش وباستخدام الميثولوجيا اللي هي ما بين النهرين. يعني فبيوري ازاي انه خطاب احنا اللي بندافع عن الحريه والانسانيه ضد الظلام، واحنا رايحين نعمل حرب على دوله عشان ندافع عن الحريه. كل الخطاب اللي بيغطي مصالح كتير قوي اقتصاديه وسياسيه وكده. فانا حاسه انه ده اللي مثير جدا في الكتاب دلوقتي. يعني انه بيوري جذور الخطاب الطائفي وجذور يعني الجذور بقى الحقيقيه اللي في التاريخ معرفش لو انا مفهومه ولا لا. مش عايزه تقول حاجه. Ce sera la dernière question parce que je crois qu'on doit clore après monsieur donc. بس هو في حاجة ممكن الفكرة هي فعلا جميلة، وعندنا هنا في مصر الدكتور جورج أوستين كان عمل تجربة فريدة في موضوع تحويل الكتاب أو المؤتمر أو الندوة أيا كان لشرط لخريطة
أثناء الحوار. فدي كانت طريقة تجريبية، وأنا بألف كتاب دلوقتي بعنوان المنهج العلمي في تطوير الخطاب الديني والمعرفي. الكتاب ده اوريدي هيصدر قريب، فانا بالعكس انا معجب قوي بالفكره دي انها ممكن تضاف للكتاب اللي انا بالفه، لان انا كنت استعين بالدكتور جورج وهو صديق ليا في الموضوع ده، لكن ممكن يبقى يتعمل بالطريقه دي، انك تقرب المفاهيم اسهل من الطريقه، لان الكتاب هو نازل بمستوى او بلغه علميه اكتر من انها لغه بسيطه، وبالتالي تبقى صعبه. فلو تم تصوير الشيء هيبسط الامور اكتر وهيريح القارئ اكتر مني. فانا شايف انها ممكن الفكره تتسع لاكتر من مجال ولا تختص بالمجال التاريخي بس. شكرا. مفيش اسئله سياسيه او اسئله تاريخيه؟ هذا السؤال الأخير تماما، عفوا. هو سؤال بالعربي بس. عايزين نعرف رأي حضرتك المؤلف في الأحداث الجارية حاليا وعلاقة أمريكا بالشرق الأوسط بخصوص قرارات القدس، الموضوع اللي هو متداول حاليا. نعرف رأي حضرتك بس. J'en ai parlé spontanément, hein, sans attendre votre question. Et j'ai dit qu'effectivement, c'est d'ailleurs pourquoi il y a une certaine cohérence dans le fait que nous nous arrêtions en 2013, parce que maintenant, avec Trump, on est rentré dans autre chose. Hein, pendant 70 ans, les Américains, quel que soit leur engagement dans la région, ont au moins défendu un certain nombre de principes de droit international sur les territoires occupés de 1967 en général et sur Jérusalem-Est en particulier. Tout cet héritage a été balayé par Donald Trump dans un discours où je rappelle qu'il ne prononce pas une seule fois le mot arabe, ce qui est très grave, au-delà de la décision elle-même, c'est-à-dire qu'on va vers une islamisation de Jérusalem, alors que Jérusalem devait être perçue comme la capitale de deux États dans le cadre d'une réconciliation entre les nationalismes palestiniens et israéliens. Donc, comme je l'ai dit de manière très ferme, les États-Unis sont absolument illégitimes désormais à prétendre à quelque rôle de médiateur de paix que ce soit, et il est très important que ce soit l'Égypte qui ait porté au Conseil de sécurité la volonté de l'ensemble de la communauté internationale de considérer ce fait accompli comme inacceptable. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Je fais simplement quelques petites annonces puisqu'on a beaucoup parlé de traduction et de bande dessinée et que l'Institut français d'Égypte essaye d'encourager activement la traduction dans les deux sens. Donc il y a un livre de Jean-Pierre Filiu qui est en cours de traduction par Anouar Maurice qui est Les Arabes, leur destin et le nôtre. Et donc ça c'est pas de la bande dessinée, c'est un livre, c'est un essai, c'est un livre d'histoire. Et d'autre part, dans le champ de la bande dessinée, vous découvrirez bientôt en arabe une première traduction de Enki Bilal, une traduction aussi par Chenaoui, qui est le cofondateur de Tuk Tuk, la maison d'édition de Tuk Tuk qui s'appelle The Ninth Art, va publier l'année prochaine en arabe et à l'occasion du 10e anniversaire de la mort d'Albert Kosri, l'adaptation de Golo, de Mendiant et Orgueilleux. On attend aussi une traduction vers l'arabe de Corto Maltese, une première traduction vers l'arabe, aussi ici en Égypte. Et sinon, dans l'autre sens, je voudrais aussi annoncer que la maison d'édition Actes Sud BD sortira pour le prochain festival d'Angoulême, donc fin janvier 2018, donc dans quelques semaines, un livre qui s'appelle Short et qui est une sélection d'une trentaine d'histoires courtes d'auteurs de la nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée, non seulement d'Égypte, mais de tout le monde arabe. Donc il y a une histoire de Chenaoui dedans. Et l'Égypte est aussi représentée dans le livre, je pense, par Mohamed Salah, par Migo, et qui a aussi la couverture. Et sinon, c'est des auteurs de 7 autres pays arabes qui sont aussi dans cette sélection Short. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous tous. Merci Jean-Pierre Filiu, merci Rim, Ahmed, merci Joe, merci Chenaoui, merci à tous. Merci.